kick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Dagara, imma kana desu ne. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. On est là tous les deux. Oh oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast, un numéro qui sera dédié effectivement un petit peu à asseoir vos hanches, vous gardez une posture un petit peu sympathique, peut-être même une silhouette svelte, vu qu'on va vous parler aujourd'hui de ceinture et de statut de champion en tout genre. Alors au-delà effectivement de tout ça, on va commencer doucement mais sûrement comme on a l'habitude sur le Catchacast en revenant sur les bases, mais avant de faire tout ça, évidemment, je ne serai pas tout seul pour le faire, vu que je serai accompagné de trois compadres, trois amigos, tiens, tant qu'à faire, pour reprendre une formule chère au monde catchesque. J'aurai avec moi Guillaume. Salut Guillaume. Salut, ça va ? Eh ben, très bien, de retour depuis l'émission précédente et on espère effectivement pour durer. On verra que le fait de durer, ça va être peut-être quelque chose qui risque de se faufiler dans cette émission. Ce sera un sujet peut-être limite tarte à la crème, running gag. J'ai avec moi un autre retour, et non des moindres, même si ça reste un membre fondateur, à savoir Jérôme. Salut Jérôme. Salut tout le monde. Et puis, évidemment, assez souvent régulier à l'écriture, à la promo, au montage, c'est vraiment l'homme orchestre, c'est un petit peu le poumon, le cœur du Catchacast. J'ai avec moi Félix. Hello Félix. Salut Mehdi, salut les gars. Et on vous le promettait, on va commencer effectivement un petit peu comme d'habitude, on vous fait genre scolaire, mais en réalité, on vous embête pas très souvent, pas très longtemps et souvent avec ça, mais on va un petit peu se poser la question de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un champion ou d'une championne, de quoi, qu'est-ce qu'on désigne avec une ceinture ou un titre dans le domaine du catch. D'ailleurs, il y a la potentialité de la magie du montage où vous aurez un moment d'émission qu'on décidera a posteriori à un extrait fabuleux de ce cher Kevin Owens. Hein, ce n'est pas effectivement pour faire amende honorable, c'est pas contractuel du fait que Michael ne soit pas présent avec nous pour les habitués, mais c'est simplement parce qu'il est incroyablement, je dirais, pertinent cet extrait. Donc c'est Kevin Owens qui s'adresse à un fan qui l'invective et qui lui dit Where is your belt? Where is your belt? Et Kevin Owens lui fait It's a title, dumbass. Donc c'est un titre imbécile, c'est pas une ceinture. Donc voilà, ça pose un petit peu le décor avec le franc-parler de Kevin Steen, Kevin Owens, c'est selon la période qui vous plaît. Et on va essayer de commencer de répondre à cette question pour pas faire trop longtemps. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un champion, de championne, un vaste sujet? Et comment est-ce qu'on reconnaît un champion? Comment est-ce qu'il est décidé? Voire, encore plus loin, qu'est-ce qui va le caractériser? Alors, on va être dans de l'association libre. Je vais me tourner par la personne dont ça fait le plus longtemps qu'il n'est pas venu sur l'émission. Si je dis pas de bêtises, ça va être Jérôme. Quand on commence à parler de champion de catch et d'un titre ou d'une ceinture, tu penses à qui ou à quoi, spontanément? Alors, spontanément, je pense surtout à l'objet. C'est ça qui est étonnant, c'est que je pense très vite à l'objet transitionnel, comme diraient mes amis psychologues et psychiatres, par exemple. Donc, c'est cette ceinture, cette très grosse ceinture. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire un point sur la taille des ceintures.
On pourrait, parce que ça donne des situations cocasses des fois. On y reviendra peut-être. Je vois, mais alors je vais évidemment parler d'un sujet dont je ne parle jamais. Je vais parler de la Stardom. Ah bon? Étonnant, hein. Et en fait, il y a certaines catcheuses qui peuvent à peine les porter parce qu'elles sont trop grandes ou trop petites. Hmm. On a Donc eu c'est Alexa assez marrant. Bliss aussi à la WWE qui s'est retrouvée un petit peu dans cette situation-là. Et elle d'ailleurs, ça avait donné une situation un petit peu malaisante parce que si je ne dis pas de bêtises, elle avait eu des TCA, des troubles du conduite alimentaire. Et en l'occurrence, il y avait des gens qui étaient un petit peu pas très finaux sur la façon de parler de ça. Donc voilà. Et donc voilà, en fait, j'aimais bien ton intro sur la position, parce qu'en fait, c'est vrai que quand il réfléchit bien, c'est vrai que la plupart du temps, quand les challengers viennent prendre le titre, essayer de prendre le titre au champion, il y a je dirais un gimmick qui revient souvent, tu sais, c'est le geste de faire la main autour des hanches. Oui. C'est ça. Ouais. C'est de dire, et tu vois, et donc cette position, c'est les jambes légèrement écartées façon cowboy ou Johnny Hallyday, ça dépend qui tu es. Et de dire, voilà, tu portes fièrement ce truc autour de ta taille. Et puis, donc, tu as les champions renégats qui ont plutôt tendance à le porter sur leur épaule, quoi. Donc finalement, en tant que... Je pense surtout, quand tu parles du titre, je pense surtout à l'accessoire, finalement, à l'objet. Et puis après, en tant que champion, un individu... si je devais citer une personne en particulier, là, dernièrement, je ne peux que citer Kota Ibushi. Mais parce qu'en fait, toute la discussion, pour moi, mais on aura 1000 fois le temps d'en parler, c'est est-ce que Kota Ibushi avait besoin de titre? Voilà, point d'interrogation. Actuellement, double champion donc, champion. de la NJPW. On y reviendra de toute façon, parce que c'est pas simplement dans l'actualité, ça soulève des choses qui vont nous intéresser. Et simplement pour te répondre, je pense que Johnny Hallyday est beaucoup plus adapté au Road to WrestleMania, parce que c'est le moment où on montre le WrestleMania du doigt et on allume le feu. Donc voilà, la boucle est bouclée. Mon cher Guillaume, toi, ça t'évoque qui ou quoi? Alors moi, à l'inverse, je suis beaucoup moins concret, moi. Et ce que je trouve fascinant avec les ceintures, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que les ceintures ont encore un sens à l'époque des cinématiques match? Parce que à la base, je veux dire, à l'origine, ça a été créé pour faire, parce que à l'origine, le catch, c'était censé être pour de vrai. Enfin, on n'était pas censé savoir que c'était truqué. Donc je t'interromps avant que tu te lances. Donc les cinématiques matchs, ce sont les matchs qui ont été lancés il y a pas si longtemps que ça, même s'il y a une forme de genèse, hein. Si on regarde entre les lignes, on peut retrouver des cas auparavant, mais notamment avec le match assez emblématique de John Cena contre The Fiend il y a maintenant presque près d'un an, hein, et surtout l'autre match emblématique de l'Undertaker qui lui au niveau symbolique contre AJ Styles. Voilà, donc je te redonne la parole, excuse-moi, c'est juste pour ceux qui seraient un petit peu... c'est pour dire que, en tout cas, on a une époque vraiment de smart fan où on a l'impression qu'ils cherchent plus tellement à cacher le côté, voilà. Enfin, on a vu des gens mourir, prendre feu, et pourtant ils sont toujours là la fois d'après. Donc, alors que les ceintures, c'est vraiment pour faire comme à la boxe, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette espèce de problématique qui est que le catch, c'est pas un sport, et les catégories de poids, il y en a un peu avec les cruiserweights. Elles sont jamais vraiment respectées, pas en tout cas pas aussi. C'est ce qui permet aussi d'avoir des matchs d'ailleurs mixtes, ou d'avoir des matchs, voilà, Big Show contre Rey Mysterio, hein, qu'on pourrait jamais avoir à la boxe. Et puis même les dénominations. Enfin, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que voilà, mon titre des États-Unis, on peut comprendre ce que ça veut dire, sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont eu qui sont pas du tout américains. Et le titre intercontinental, en quoi il est moins plus faible que le titre mondial, vu que c'est la même chose, quoi. Donc c'est ça qui est toujours un petit peu bizarre. Hiérarchie et cohérence des ceintures. Et une personne, peut-être? Une personne, non, puis c'est compliqué parce que finalement, les titres ne récompensent pas forcément le talent. Enfin, on va y revenir plus tard, mais les gens qui ont été plein de fois champions, c'est pas forcément ceux qui méritaient d'être plein de fois champions. Enfin, méritaient d'un point de vue marketing, peut-être que si, mais voilà. Et finalement, il y a des très grands catcheurs légendaires qu'on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de règne. Et alors, c'est encore plus flagrant quand on va au Japon, où les vieux catcheurs ont été très peu champions. Et voilà, et à côté de ça, maintenant, il y a les petits jeunes qui ont déjà été 10 fois champions. Donc voilà, c'est...
petite nuance avec ce que tu disais sur les vieux champions japonais. On peut peut-être un petit peu penser à la NJPW et au rééquilibrage de tout ça par, je pense, des situations comme gagner, par exemple, le G1 Climax, qui n'est pas un titre, une ceinture en tant que telle, mais qui a quand même une aura telle dans un pays. Alors, je caricature un petit peu où la symbolique et l'apparence est si importante que ça peut peut-être un petit peu faire le job, même si c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a fait un quasi tour complet, on est à mi-chemin en tout cas, et là je me tourne vers Félix pour que tu nous dises ce que ça t'évoque toi aussi, donc un titre éventuellement et un champion qui va avec ou un autre exemple, voilà. Bah, déjà, les deux oiseaux qui m'ont précédé ont déjà un peu défini, un peu esquissé ce que ça voulait dire, tout ça, ceinture, titre, championnat, etc. Dans le catch, ça fait beaucoup de mots pour un même sujet. Déjà, la ceinture, c'est vraiment l'objet que le catcheur qui est désigné comme champion va porter, alors que le titre, c'est un peu le statut immatériel qui l'associe avec. C'est-à-dire que il défend un titre, mais c'est aussi défendre la possession à une ceinture, voilà, pour être vraiment carré. Et ensuite, qui décide des champions et qui décide de déterminer quel catcheur va porter telle ceinture, etc. C'est toujours une promotion, une compagnie, une même compagnie de catch. Il n'y a pas de grandes instances, même fictives, qui va décider ce catcheur-là, ce sera le champion du monde, ce duo-là, ce sera les champions par équipe. C'est vraiment la même promotion. Le titre de la WWE est décidé par les instances dirigeantes et créatives de la WWE. Même chose pour la EW ou la New Japan, comme on l'a évoqué. Ouais. La seule occurrence qu'il y avait encore il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, parce que sinon il faut remonter vraiment très loin, c'est la National Wrestling Alliance, qui était une association de bookers et de promoteurs. Donc les bookers, c'est ceux qui arrangent des contrats avec les catcheurs pour les faire catcher sur tel show en association avec tel promoteur. Parfois c'est les mêmes personnes, et donc c'était un groupe de promoteurs un peu dans l'ombre et de bookers dans l'ombre qui s'étaient accordés pour faire des bénéfices et se partager un peu les États-Unis et le reste du monde en territoires bien délimités, et ils se partageaient un même champion du monde, et tous les ans à peu près ils se réunissaient et ils décidaient, voilà, je pense que tel catcheur, il faudrait qu'on le mette champion du monde parce que c'est lui qui, d'un point de vue marketing et popularité, vraiment peut nous faire gagner de l'argent. Donc voilà, déjà pour commencer. Et justement, segue un peu sur la question d'après. Pour moi, le champion emblématique, c'est un peu... bon, là, on le voit beaucoup moins ces derniers temps à cause de la crise du Covid-19 et aussi du fait que la promotion elle-même, elle se soit arrêtée temporairement, en tout cas j'espère. Je crois savoir. C'est Nick Aldis, le Ouais. champion poids lourd de la NWA justement, Mm. même si elle ressemble plus du tout à la NWA d'avant, mais elle garde le nom et l'héritage parce que déjà il a vraiment le look stéréotypé du champion de catch. Il est grand, plutôt beau gosse, vraiment grosse musculature. Il porte bien le costard malgré Voilà, il son porte bien le gabarit. costard, toujours vraiment dans le côté perception, vraiment charismatique, mais gentleman un petit peu, Ouais, mais c'est une sur très le bonne ring, synthèse, oui, sur très le bonne ring synthèse très entre un agressif. mafieux ouais. Et, Je voudrais. Oui, vas-y, et juste je j'ai un truc à finis, rajouter après. d'accord. Vas-y. Et ce que j'aime beaucoup avec ce personnage-là, c'est que il le porte vraiment comme une responsabilité en fait, ce Ouais. titre de champion. Et c'est vraiment à travers ce titre-là et son règne de championnat que la NWA, qui a été rachetée par Billy Corgan, donc le chanteur des Smashing Pumpkins il y a quelques années, Ouais. est vraiment revenu sur le devant de la scène il y a 1 an et demi maintenant. Donc pour preuve que l'image d'un champion, la promotion d'un point de vue marketing d'un champion, mettre en avant un champion particulier et mettre tout un héritage et toute une dose de prestige sur un simple objet en fait peut fonctionner auprès des fans de catch et du milieu en général. Mm.
Bah, moi, je retiendrai vraiment ça, en fait, l'idée de poids d'un titre. Je t'ai un petit peu interrompu, je suis désolé, j'allais vraiment dire que je trouvais que dans ton exemple, il synthétisait un petit peu un mix entre ce qui peut être un peu la même chose en fonction de votre interprétation politique, mais entre un mafieux et une espèce de gars de la top finance très bodybuildé. Bon, en général, d'ailleurs, ça peut aller de pair, hein. Mais voilà, ça marche très bien. Et puis, je sais pas pourquoi j'associais sur la NWA, donc quand tu parlais de poids d'un titre, ou en tout cas je parlais tout à l'heure d'une forme d'aura aussi pour répondre à Guillaume en lui disant que des grands champions japonais n'avaient pas forcément été titrés, pas beaucoup, voire pas du tout. C'est aussi l'aura, je pense à un Eddie Kingston hein, qui est passé avant d'aller à la case AEW un petit moment à Power et qui a bien, comme partout où il passe, souvent marqué de son empreinte le truc. Et le gars, c'est un peu, voilà, c'est un peu le champion du peuple, quoi. C'est le champion du New Jersey, Oui. donc du peuple. Donc il y a des moments en fait où on peut se demander est-ce que la ceinture est vraiment nécessaire ou pas. Jérôme, je crois que tu voulais intervenir. Alors, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Félix sur l'idée de. En fait, mine de rien, quand tu mets champion quelqu'un sur qui tu veux vraiment faire porter ta fédération. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si Cena a été autant champion et souvent champion. Enfin, là, on parle du plus grand titre, hein, parce qu'après, il y a toute une échelle de titres qui, eux, n'ont pas du tout ce. Pour le titre, je parle pour le titre principal. On est bien d'accord pour le titre principal. Et non, je voulais juste rajouter un petit truc, en fait, en disant qui va donner qui choisit de donner le titre. Anecdote très drôle, mais en fait, pas du tout. En fait, à la Stardom, il y a eu un changement de titre. Quand Tony Storm a pris le titre à Mayu Iwatani, en fait, pendant le match, avant le match, personne n'avait prévu que le titre change de main. Mayu devait conserver le titre. Hein, rappelons que c'est la Stardom No Icon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le match, elle s'est disloqué l'épaule. Donc, du coup, le match a été arrêté comme un vrai match. Et du coup, c'est Tony Storm qui a récupéré le titre, qu'elle a quand même gardé 230 jours. Oui. Voilà. Mais donc, tu vois, c'était vraiment le. Il y a ça. Bon, après, je passe sur toute la partie du Ghastly match à la Stardom. Mais voilà, tu vois, donc là, en effet, à la base, Mayu devait garder le titre. Mais voilà, elle a perdu le titre. Et puis, du coup, ça a permis de refaire une histoire derrière pour la reconquête du titre. Enfin, bon, bref, ça a été bien géré. C'est marrant, cette dose de réalité-là qui est finalement assumée et qui va redéfinir le destin du titre. Parce que ça, justement, quand on parlait de la NWA, bah, à l'époque de la NWA et puis surtout avant aussi, on décidait de qui était champion surtout sur la base de leur qualité à être entre guillemets un shooter ou un hooker dans le langage du catch américain, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vraiment se défendre sur le ring et ils pouvaient vraiment faire mal et faire abandonner quelqu'un si par exemple un catcheur, un challenger qui n'était pas destiné à battre le champion tel soir prenait un peu sur lui et tentait de vaincre l'adversaire et de se prendre le titre pour lui tout seul et donc d'aller contre la décision des bookers, au moins le champion pouvait se défendre et le remettre à sa place et donc pas perturber la course un peu des choses et du business, quoi. Oui, puis ça devait arriver que des gens du public aussi s'invitent ou je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'autrefois, il devait y avoir pas mal de. Je pense que les catcheurs se faisaient agresser dans la rue par les mecs qui voulaient essayer de leur casser la gueule aussi. Donc. Oui, ça tout ce qui était l'époque des carnavals et des foires où il y avait un ring au milieu de la fête foraine et on invitait les gens à battre des catcheurs, etc. Exactement. Ce que l'Undertaker appelait récemment en mode réac une autre époque où les gens venaient avec un flingue dans les coulisses. Mais non, mais au-delà de la blague, on précise pour les plus jeunes qui nous découvriraient avec cette émission ou simplement qui n'ont pas vu ce genre d'image d'archives, il faut savoir qu'il y a quelques décennies, on n'était pas du tout dans une dimension aussi policée ou lissée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens pouvaient balancer assez à l'aise. Alors aujourd'hui, vous trouvez vraiment ça dans
dans des fédérations indé, enfin sous, je dis même pas en termes de péjoratif, hein, je dis ça d'un point de vue vraiment roots, vraiment underground, de projection effectivement de canettes ou de trucs qui pouvaient défoncer la tronche des catcheurs ou même Couteau, en plus gun. voilà. Enfin bref, mais en tout cas voilà, c'est assez intéressant de voir au-delà du côté autre époque que c'était pas forcément mieux avant, hein, mais que c'était autre chose. Alors je vais terminer ce tour de table rapidement de mon côté, j'espère. Moi, je relèverai deux choses. Une sur laquelle je reviendrai probablement plus tard, donc c'est peut-être, je vais peut-être faire volontairement court, c'est la dimension un petit peu disproportionnée des titres. Alors je m'explique. Moi, je pense plutôt à des titres qui deviennent une dimension qui devient fantasmagorique. Alors je parle pas des titres un peu excentriques, je parle des accumulations, un petit peu l'effet d'accumulation, le vertige de la liste aurait dit un certain Umberto Eco. Mais je pense surtout à Austin Harris, qui à l'époque, même sans avoir suivi en détail ce règne-là, on pouvait pas ne pas le voir en fait avec son côté là c'était même plus du bling bling, c'est-à-dire on n'arrivait plus à voir le catcheur sous ses ceintures. Voilà, il y a encore quelques Oui, années il avait belt effectivement collector. voilà, donc ça revoit à ce que tu disais Jérôme tout à l'heure, donc ça c'est ça d'un côté, puis d'un autre côté les ceintures fantasmagoriques. Alors je la reposerai sous une autre forme, parce que vous avez déjà couvert beaucoup de choses, mais je pense au Universal Championship, à la, comment dire, à la WWE, qui pour moi est presque une icône aujourd'hui du postmodernisme, quoi. Il y a une forme presque surréaliste dans cette ceinture. Je développerai un petit peu plus tard, je vous fais du teasing. Et enfin, pour un champion, alors je vais tricher un tout petit peu, je vais en choisir deux, mais je vais aller très vite. Le premier, c'est Kenny Omega, parce que ça rejoint, quelle surprise, parce que ça rejoint un petit peu Jérôme, dans le Inattendu. sens où c'était aussi un sacre et l'aboutissement d'un tel suivi. C'est comme quand tu suis ton club de foot qui est en national et puis qui finit par se hisser en D1 et puis par finir par gagner le titre ou à faire des championnats de France ou que sais-je. Donc voilà, c'était vraiment tout l'accomplissement de l'histoire du bonhomme, de ce qu'il a d'atypique, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et le deuxième, c'est Kevin Owens. Et encore une fois, c'est pas pour faire plaisir à Michael, c'est parce que vraiment, il y a cette optique où, quand on parlait du poids de la ceinture tout à l'heure, c'est un mec où je pense que vraiment ce mec-là n'a presque pas besoin de jouer. Pour montrer le poids et l'importance de la ceinture. Le sacre qu'il a eu à l'époque, tu sentais que c'était un truc qui était incroyablement, qui dépassait le simple statut de catcheur sur le titre. Et même un mec comme Daniel Bryan avec son double titre à l'époque à WrestleMania qui m'avait extrêmement touché, bah ça m'a pas autant touché que Kevin Owens. Et on a vu récemment d'ailleurs un fait assez intéressant où tu sens que c'était pas pivoté, où Kevin Owens a vraiment un don pour intégrer des éléments. On parlait d'effets de réalité avec les blessures, mais des événements de sa vie dans ses promos. Donc récemment sur un show de, je sais plus si c'était Raw ou SmackDown, où de sa bagnole il avait invectivé Roman Reigns en lui disant voilà que son plus grand regret c'était effectivement de ne pas avoir pu catcher à la WWE du vivant de ses grands-parents. Donc il y a toujours un truc comme ça larger than life qui fait que ce mec-là est extrêmement apprécié malgré ce qu'on peut lui faire subir à la WWE. Voilà mon petit tour, en tout cas, sur la question qu'on évoque depuis tout à l'heure de quand on parle d'un champion de catch ou d'un titre, à quoi est-ce qu'on pense? Alors, on en arrive au cœur du sujet, quand même, hein, parce qu'il va bien falloir. Finalement, et je vous sens probablement chaud bouillant, chaud patate, à quoi ça sert d'avoir un ou des champions dans le catch, quelle que soit la fédération, aujourd'hui? Est-ce que ça, bah voilà, est-ce que c'est un dernier élément de booking vraiment influent au niveau des enjeux narratifs, au niveau du réalisme sportif? Donc, on a déjà un petit peu déblayé la question, donc je vais vous redonner la parole hein, librement. Je crois que Guillaume, tu avais pas mal de choses à dire, notamment sur la fameuse frontière sport entertainment, donc la fusion sport et divertissement. Voilà, peut-être que tu peux ouvrir la voie et puis les autres se grefferont probablement à toi là-dessus. Bah, en fait, bon, c'est sûr que les championnats, c'est surtout un élément effectivement de booking qui sert à rajouter un enjeu quand il est peut-être pas assez fort. Alors, Mm. même si c'est vrai que parfois il y a le côté accomplissement, effectivement, quand on suit quelqu'un depuis très longtemps. Par exemple, je me souviens que c'était Samoa Joe qui défendait le fait qu'il avait mis beaucoup de temps à être champion à la TNA. Mais en fait, c'est parce que c'est un peu Kurt Angle, il était en grosse rivalité avec Kurt Angle. Kurt Angle avait eu il y a un moment donné, il avait eu tous les titres en même temps, en fait.
Et Samoa Joe avait défendu ce booking en disant bah oui, mais au moins quand je l'ai eu, ça a eu beaucoup plus d'impact, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. On voit notre émission sur la TNA, mais c'est vrai que on le voit tous les jours. Bon, je sais, on peut pas forcément le critiquer, mais c'est sûr qu'il y a des rivalités qui sont plus ou moins fortes. C'est pas aussi toujours évident de faire des rivalités personnelles avec machin. Voilà, Ah bah oui, il a tapé mon père, il a frappé ma femme, ou je sais pas, parce que ça peut vite devenir ridicule. Et c'est vrai qu'on sent que parfois, mettre un titre, ça permet de rajouter de l'enjeu à une rivalité, voilà, qui sinon serait peut-être un petit peu fadasse. Et encore une fois, ça permet de se raccrocher assez facilement. Enfin, c'est vrai qu'on en parlait aussi, je crois, une seule fois. Je sais plus, mais le W, leur système de classement. Oui. Bon, et on voit qu'ils le contournent de temps en temps. Hein. Parfois, quand ils rappellent, ah oui, lui, il est quand même classé, machin. Puis il y a des moments, un tel devient challenger, et puis je crois qu'il passe sous silence si le mec, en fait, est peut-être pas forcément le plus proche, parce que évidemment, ils sont un peu obligés de tricher. Hein, ils peuvent pas. Sinon, on se rendrait un peu compte que il y a des jobbers qui perdent tout le temps, etc. Et c'est vrai que, en même temps, c'est une aide au booking. Finalement, quand on ne sait pas quoi faire, le fait de regarder tout simplement qui a gagné contre qui devrait avoir le titre, faire des petits tournois pour déterminer le challenger, etc. Finalement, ça permet de booker au jour le jour sa promo. Parce que si on devait uniquement se baser sur des relations personnelles, de toute façon, ce ne serait pas très réaliste. Hein, parce que dans un vrai sport, c'est pas motivé à la base. Pas les gens ne s'envolent pas systématiquement. Enfin, je veux dire, il y a quand même des affrontements sans qu'il y ait une guerre émotionnelle entre les gens, quoi. Mais ça, c'est un truc de shonen, là, la guerre émotionnelle. Pour ceux qui connaissent un peu et qui suivent les shonen sportifs, on va prendre un truc extrêmement, extrêmement connu, style Ashita no Joe. J'aurais plutôt dit Captain Tsubasa, là, t'es pointu. Ou Captain Tsubasa. Alors, tiens, tu veux qu'on parle de catch? Parlons de Tiger Mask. C'est moins connu, mais allons-y, voilà, c'est raccord en moins. C'est moins connu, mais en fait, voilà, toute la motivation dans Tiger Mask. Alors, c'est un peu différent entre le manga et l'anime, mais grosso modo, c'est même pas une histoire de titre. En fait, c'est juste que le héros, Tiger Mask. Alors, c'est même pas pour l'honneur, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est que Tiger Mask a été formé dans un repère de île pure qui s'appelle la tanière des tigres. Et en fait, dans la tanière des tigres, on t'apprend à tricher, tu vois, on t'apprend vraiment à être Eddie Guerrero, en shit to win, mais pas vraiment juste tricher, c'est vraiment faire du mal, tu vois, c'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est d'être un vrai catcheur malveillant. Et l'idée, c'est qu'il lui envoie des mecs de plus en plus méchants et de plus en plus tordus, pour réussir à le défendre. Mais du coup, là, il n'y a pas de logique de titre autre que sauver sa propre vie. Et par rapport à l'exemple de Guillaume, c'est vrai que de se dire, il y a des histoires familiales, machin. Après, je sais pas, je trouve que c'est très WWE quand même, ou catch américain en général, parce que du coup, la TNA est aussi là-dedans, hein, de se mettre des histoires de femmes, d'enfants, tu vois, Dominique Mysterio, machin, tout ça, avec les gens qui ont fait du mal à son papa et compagnie. Ça avait été très bien parodié dans un épisode de South Park, d'ailleurs. Avec Edge qui se plaignait que John Cena lui avait piqué et sa copine et son job. Et alors du coup, tous les fermiers dans le public étaient là. Oui, il a pris son job. Enfin bon, bref. Faut regarder cet épisode, il est assez excellent. Ouais, donc du coup, là t'étais vraiment dans un exemple par rapport que dans ce que tu prenais, Jérôme, c'était plus l'idée où limite c'est l'extrême où la ceinture n'a plus d'importance dans ce cas-là. Oui, oui, c'est ça. C'est que la ceinture n'a plus aucune importance. C'est vrai qu'en plus, donc là, on s'en fout, quoi. Mais c'est vrai que l'exemple que citait Guillaume est extrêmement intéressant, quoi. Je veux dire, ça rajoute une couche supplémentaire. Et d'ailleurs, c'est en train de pas mal changer à la WWE, parce que même si je suis d'un peu loin, maintenant, les rivalités entre pas mal de catcheurs, et en particulier du côté des filles, c'est plus des rivalités de pure storyline que de rivalités pour des ceintures. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu en train de perdre pignon sur rue? On peut se le demander, je pense. Oui. Moi, j'embrayerais même sur est-ce que finalement Vince Russo n'avait pas raison?
Parce que Ouais. c'est lui qui avait toujours défendu, mais oui, mais un titre, une ceinture, qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est qu'un accessoire scénique de plus, parce que pour lui, le catch, c'était vraiment qu'un soap opéra un peu trash, quoi. Mhm. Et que, voilà, mettre une ceinture par-ci, changer un titre par-là, ça permettait juste de faire des rebondissements, d'ajouter une couche d'enjeu, plus que, plus que de la considérer comme la couche de base, en fait, elle-même. Alors que finalement, dans l'histoire du catch, il y a quand même plein, et même à la WWE ou dans le catch américain, il y a quand même plein de, de storylines, de grands moments, de grands matchs qui se focalisent vraiment que sur tel catcheur contre tel catcheur qui ne veulent qu'une chose, c'est d'être le champion du monde. Par exemple, le champion du Mm. monde, c'est parce que c'est le plus gros enjeu possible dans le catch. Mais je sais pas, je pense à Shawn Michaels par exemple contre Bret Hart, WrestleMania Ouais. 12. Oui. L'enjeu c'est devenir champion du monde. Ils n'étaient pas encore à se détester, en tout cas à l'écran. Même à l'époque des années 80 avec Hulk Hogan qui était champion pendant des années, même au micro, par exemple Randy Savage qui était que champion intercontinental, il disait oui mais moi mon but c'est d'être champion du monde, c'est de vaincre Hulk Hogan. Tel catcheur qui n'était pas en rivalité avec Hulk Hogan à ce moment-là, il n'hésitait pas à dire d'accord, mais moi mon but, une fois que j'aurai battu tel Gugus, c'est d'aller chercher Hulk Hogan et le titre de champion du monde. C'était vraiment l'objectif principal qui drivait de base et par défaut presque tous les catcheurs d'un même roster en fait. C'était si on était dans une tag team, c'était d'être champion par équipe. Si on était une femme, c'était d'être championne féminine. Mais pour les autres, c'était champion du monde poids lourd, surtout dans le catch américain, parce que le catch poids lourd, ça a toujours été considéré comme le catch le plus vendeur, etc. Enfin, ça, c'est encore un autre podcast limite, mais quand même, il y a quand même le côté, c'est la couche de base, et c'est ce que j'ai essayé de soulever un peu avec ma citation de Nick Aldis et du fait qu'il portait toute cette responsabilité-là, et Mhm. vraiment mettre tout l'enjeu presque de toute une fédération autour d'un titre, quoi. Mais après, moi je pense que c'est dans la continuité, ça polarise et je pense que c'est aussi des questions. Alors il y a deux choses. La première, c'est que par exemple, dans ce que vous venez de dire, moi tu peux demander, je suis sûr, à des fans, je dirais intermédiaires qui sont pas des. Je vais me prendre comme exemple parce que moi je pense que je suis assez représentatif. J'ai une certaine culture catchesque, mais je suis pas, je pense aussi. Follement pointu que certains membres de l'équipe ou que d'autres sur d'autres podcasts, hein. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que tu demandes sur des matchs emblématiques où tu vas te souvenir de la rivalité, où tu vas te souvenir des deux catcheurs, et bah peut-être et certainement que la plupart ne seront pas capables de se souvenir du titre qui a été obtenu au bout. Assez souvent, quand ce sera des trucs très emblématiques, on saura se dire ah bah si, c'était la ceinture la plus haut placée à l'époque. Si on arrive à se retrouver un peu dans le merdier, effectivement, pour chaque fédération, pour chaque titre, pour chaque machin. Mais je pense, je peux me tromper, mais que pour des fans, sans dire non plus lambda, mais un petit peu mid-intermédiaire, bah, ils seront pas forcément capables de te dire c'était Oui, tel titre ou tel. Ils je, vont retenir la rivalité, ils vont retenir la symbolique, ils vont retenir le match, ils vont retenir. Mais de je- là à te citer effectivement les titres slash ceintures qui étaient décernés après, pas forcément. Donc c'est ça que je veux dire. ouais, ouais, Oui. je comprends tout à fait. Mm. Mais je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que quelqu'un qui débarque un peu dans le catch, qui est juste un peu curieux et qui veut savoir ce qui s'y passe, savoir bon là je suis Mm. dans un match de championnat, ok, il y a un Ouais, challenger, il y a un champion, c'est ouais, très c'est une bonne facile à balise. comprendre et tu comprends Oui. directement l'enjeu. On... S'il y a des choses qui se rajoutent derrière, parce que parfois Mm. c'est ça aussi, d'abord c'est le championnat qui compte et ensuite effectivement par la compétition d'autres conflits Mm. se créent. Finalement on trouve que l'adversaire est détestable, ou alors on se Bien sûr, rappelle hein. que dans le passé il nous avait fait ça, donc là on va tout faire pour l'empêcher d'être champion, ou ce genre de truc, tu vois. C'est une bonne balise, hein. Je suis totalement d'accord avec Ouais. toi. Mais par contre, pour terminer ce que je voulais dire, il y a cette idée-là et il y a le pendant inverse total qui va être que limite, il y a une ceinture ou un enjeu, mais où en réalité, tu te dis, franchement, Osef, c'est vu ce que je bois, qui passe d'un point de vue scénique ou autre,
même s'il y a une ceinture, limite, ça va faire un peu tâche vu la qualité globale, scénique ou pas. Je te donne un exemple concret. Là, j'ai récemment pensé pour conseiller pour une initiation au catch à quelqu'un en fonction de ce qui l'intéressait, elle, en règle générale. Et je lui ai donné un exemple qui est Cara Noir contre Pac à la Riptide. Et le match, il n'y a Très pas bon de exemple. titre. Il n'y a pas de. Mais niveau mise en scène et compagnie, ça crève l'écran directement. Il n'y a pas plus besoin d'enjeu que ça. Et surtout, voilà, je pense qu'il y a un moment, c'est bien, même pour les fans de catch aguerris. Moi, c'est un truc que je trouve très précieux parce que pour moi, ça me permet de faire aussi des va-et-vient. Il y a des moments, je vais être intéressé par cet enjeu-là, de voir si c'est cohérent ou pas. Et puis, à un autre moment, je vais avoir envie d'aller voir une autre faction indie qui va un petit peu moins s'emmerder ou s'encombrer avec les titres ou des titres totalement YOLO pour faire plaisir à Jérôme, comme la DDT ou des choses comme ça, Et où le titre est vraiment plus l'enjeu. bah, alors, enfin, je souscris à énormément de choses que vous racontez, mais je pense aussi que c'est très fédé dépendant, dans la mesure où, par exemple, au Japon et en particulier dans le Joshi, donc dans le catch féminin, alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de storyline, mais souvent les storylines au niveau des titres, c'est vraiment extrêmement basique. Hmm. C'est-à-dire que, alors, par exemple, typiquement, actuellement, la plupart du temps, comment elle s'appelle, Julia pour la ceinture blanche, c'est elle qui choisit ses adversaires. Oui. Elle dit, toi, ça me dirait bien que je défende mon titre contre toi et je vais te péter ta gueule, et ça s'arrête là. Et Oui. des fois, c'est juste une catcheuse qui dit, bah, c'est moi qui vais te péter ta gueule. Mm. Et c'est intéressant parce que ça revient à ce qu'on disait de Laura tout à l'heure. Très souvent, tu m'en parlerais récemment sur les 10 ans de la. 10 ou 15, excuse-moi, j'ai Les peur de dire 10, une les bêtise. 10 de la Les 10 ans Stardom. de la Stardom. C'était du genre, toi, je vais te vaincre parce que tu es la High Speed Girl, C'est ça. machin. Ouais. Mm. Donc, c'est des trucs d'une aura où limite le titre, il est là de manière, je dirais, esthétique. Bon, il va quand même avoir son intérêt, sa valeur dans la mythologie, dans la cosmogonie de la Stardom, mais Mm. pas tant, en fait. Et oui, parce que, enfin, bon, si je prends sur des exemples récents, donc là, tu citais le titre High Speed. En fait, actuellement, la championne High Speed, c'est Azumi, qui est un des bébés catcheurs de la Stardom. Et en fait, Azumi, qui catch depuis, donc elle a 18 ans maintenant, et ça fait 10 ans qu'elle catch à la Stardom. Oui, Tout je va vous bien. laisse faire le calcul, tout va bien. Azumi disait, voilà, moi, quand j'ai commencé le catch, en fait, parmi les seniors qui se sont occupés de moi, il y avait cette personne, Kaori Yoneyama. Une senior qui avait 20 ans. Voilà, oui, que vous connaissez aussi sous le nom de Gokigen Death ou sous le nom de Death Yamasan. Donc c'est le clown qui fait du catch de la Stardom, si vous avez vu passer ça. Elle dit, moi c'est elle que je veux affronter. Et quand le match a été annoncé, c'était clair que l'idée du match, c'était la passation de pouvoir entre celle qui a donné du sens au titre High Speed, Hmm. Kaori Yoneyama, qui a formé Azumi, et Azumi, qui était championne, défend contre elle pour un grand passage de témoin. Ouais. Tu vois? Et en fait, ça rejoint le meilleur des deux mondes par rapport à ce que disait aussi Félix tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas avoir deux niveaux de grille de lecture. Tu vas avoir effectivement le fait de voir une ceinture, comme le disait très bien Félix tout à l'heure. Oh bah dis donc, ce mec ou cette meuf, ça doit être quelqu'un d'important parce que je pense pas qu'on lui a mis ce titre simplement pour lui faire plaisir. Ou au Mm. contraire, de découvrir dans le recap qu'en fait, c'est un pauvre pleutre en mode Money in the Bank qui est venu avoir le titre par chance ou par pur hasard, on se souviendra du, comment s'appelait-il là, l'ancien Tren Savat de Carmela avant son sommelier là, Ah, j'ai oublié son nom là, le mec Ellsworth. Earthworth, oui. voilà. Donc qui se retrouvait effectivement dans des situations limite de match pour le titre complètement improbables. Enfin, Oui. voilà, il y a ça d'une part, et puis il y a le deuxième niveau je dirais, de langage un petit peu plus subtil qui va être se dire, ah bah oui, moi quand elle lui adresse ce défi-là, je comprends Mm. que c'est pas que pour le titre, c'est aussi tous ces niveaux-là. C'est, si on prend la métaphore scénique, et moi je m'arrêterai là pour résumer, c'est comme quand vous proposez effectivement et il n'y a
dévalorisation ou hiérarchie quand je dis ça. Quand vous proposez un théâtre de boulevard et éventuellement un théâtre de l'absurde ou un Shakespeare. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y en a l'un des deux qui est moins regardable. Alors faut peut-être plus s'accrocher pour l'un que pour l'autre. Et encore, ça dépendra beaucoup de la mise en scène. Et c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le catch, hein. Il y a le talent du booking, de la mise en scène qui peut vachement aider. Mais là, voilà, il y a un côté un petit peu plus aride. On va peut-être arriver plus facilement avec un gros titre qui tâche un personnage effectivement big guys parce que ça se voit et on se dit il est fort et voilà. Enfin bref, je m'arrête là en tout cas pour ma Mais part. ouais, moi j'ai l'impression que ce qui a vachement dilué en fait la force des titres, c'est que bah d'ailleurs pour l'instant vous avez surtout pris des exemples de titres quand même les plus élevés. Et alors je vais pas en parler maintenant parce que c'est le sujet qui vient après, mais il y a probablement beaucoup trop de titres, quelles que soient les promotions, contrairement à ce qu'il y avait peut-être plus par le passé. Et puis il y a aussi un autre impact, c'est le public d'aujourd'hui qui est beaucoup plus sachant, qui est beaucoup plus smart fan. Et en fait, c'est ça, enfin, ce qui est terrible, c'est que le booking, il est décidé par les bookers, par les patrons, etc. Mais bon, dans une logique commerciale de faire de l'argent, donc évidemment, ils vont quand même suivre ce que veut le public. Mais on a eu beaucoup de cas récemment où le public dictait presque le booking, l'exemple de Kingston, des choses comme ça, où on sentait que la WWE, c'était pas forcément son plan, ou quand pareil, ils essayaient absolument d'imposer Roman Reigns et ça n'a pas. Bon, maintenant ça marche justement, enfin, parce qu'ils ont enfin compris que peut-être ça marcherait mieux en heel qu'en babyface, mais ils ont longtemps essayé de l'imposer et on sentait que le public ne bloquait. Et encore, hein, moi je vais quand même nuancer parce que là, Roman Reigns, ça marche parce qu'on est en période de Covid, hein. Il n'y a pas de public, hein. Oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le public a vraiment un impact parce que le public sait qu'il peut en avoir un. Genre, autrefois, quand les gens savaient pas que c'était des truqués, à la limite, bon, si c'était pas le mec c'était le méchant qui avait le titre, bah, ils étaient vénères, mais je veux dire, ça participait du truc. Enfin, ils étaient pas là. Alors que là, maintenant, voilà, ça va se terminer en guerre sur Twitter, Oui, c'est ça. C'est ça. seulement pour, voilà, non, ça va pas, lui, c'est pas le bon champion, il faut changer, Ouais. etc. Mais tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que l'influence et même je vais être un peu plus dur que toi, pas sur la WWE, mais la EW, et on en parlera peut-être sur une autre émission. On en parle depuis très longtemps d'ailleurs au Catchacast, et peut-être un peu beaucoup trop sensible effectivement aux desiderata des réseaux sociaux. Alors on va quand même poser, juste avant de passer à la suite, on pourra toujours revenir hein, s'il y avait des choses que vous aviez à l'esprit, sur une question suggérée par notre cher Félix, et je trouve qu'elle est très pertinente, c'est est-ce qu'on... je vais te laisser la poser, c'est encore mieux. Rendons à Oui, Félix qui est à Félix. justement, un peu en écho à tout cet amour de la stardom de la part de Jérôme. Moi, quand j'ai préparé l'émission, c'est vrai que je réfléchissais beaucoup, déjà de manière vraiment d'un point de vue théorique, mais c'était quand même au masculin. On parle de champion et pas forcément de championne, alors qu'il y a les deux Oui. dans le catch. Et puis surtout par rapport évidemment aux plus gros titres, les titres mondiaux, poids lourds, etc. Mais quand on regarde le catch féminin, et surtout aux États-Unis, avec la WWE évidemment, la santé du catch féminin, on peut la mettre en parallélisme avec l'utilisation du titre, du championnat de championne féminine. Quand on veut remettre en avant le catch féminin, tout de suite on réactive ou on crée un nouveau titre. Ça a été le cas dans les années 80-90 où à la WWE, je veux dire, où il y a eu des moments où sur plusieurs années on n'avait pas vraiment de catcheuse et puis d'un coup on signe une catcheuse talentueuse ou marketable et donc du coup on remet la ceinture sur le devant de la scène, on dit que elle est championne ou alors elle va le gagner et donc du coup elle va devenir la championne et on va essayer de construire une division complète autour d'elle et même maintenant, avant on avait le titre féminin, puis le titre diva, qui est aujourd'hui de nouveau le titre féminin, mais maintenant on a deux titres féminins, Ouais. un à Raw, un à SmackDown. On a même des titres féminins par équipe, qui existaient déjà avant, dans les années 80 et 70, mais maintenant ils sont de nouveau là. Pareil à la TNA, pour se démarquer, elle avait essayé de signer pas mal de catcheuses, parce qu'elle s'était déjà mis au catch féminin, mais vraiment de manière très sporadique. Et puis en 2007, elle se dit quand même le catch féminin aux États-Unis, la WWE, ils font que engager des ex-playboys, etc. pour caricaturer évidemment, mais c'était quand même pas mal le cas. Et donc on va faire des vraies catcheuses, on va faire des knockouts. C'est-à-dire qu'elle peut te mettre KO parce que c'est une badass sur le ring, mais aussi parce que c'est une belle gosse, quoi. Et donc ils ont créé une division, ils ont créé un titre knockout
Donc il y a aussi cet enjeu-là avec les championnats, c'est-à-dire qu'il y a le côté sportif, compétitif, mais aussi le côté c'est important. Alors, je me permets de rebondir, Vas-y. parce que tu parles du catch féminin, évidemment. Et tu vois, par exemple, comment la nouvelle révolution a été portée à la WWE, c'est quand justement on a arrêté le titre Diva et qu'ils ont créé le Female Title. Donc c'est vraiment arrivé avec l'arrivée des Four Horsewomen. Hein. Donc, On avait un numéro d'ailleurs dédié à ça ouais, avec tout Jérôme. à fait. Donc c'est vraiment profondément, et on va pas se raconter de bêtises, hein, lié à ça. Et après, le problème, c'est que si à ce moment-là, c'était franchement plutôt bien pensé, et on était quand même très enthousiaste quand on est passé du titre Diva au titre female. Après, le problème, c'est que, mais bon, ça c'est un problème WWE largement, hein, c'est qu'ils ont eu une bonne idée à un moment, mais qu'ils ont été infichus de savoir quoi en faire. Et donc, du coup, moi, je trouve que le fait qu'ils aient tout découpé en morceaux du côté des femmes, ça a dilué. Donc, ce qui fait que, tu vois, tu peux donner ce que tu veux à Charlotte et à Asuka, mais comme de l'autre côté, tu essayes de vachement porter sur Bayley et comment elle s'appelle, et Sacha, et que en plus, à côté de ça, maintenant, tu commences à faire tout un tas de storylines parallèles avec, par exemple, comment elle s'appelle, Bianca Belair et Bayley en ce moment, ou Lacey Evans, punaise, Lacey Evans Non, avec Ric Flair qui est te fais revenu pas se du mettre mal, au Jérôme. milieu. Te fais pas du Pardon? mal. Te fais Ouais. pas du mal, Mais non, Jérôme. mais en plus, le problème, c'est qu'ils ont remis Ric Flair au milieu de cette affaire, merde. Enfin bon, donc tu vois, c'est intéressant de donner, du coup, parce que ça multiplie les matchs, ça multiplie les storylines, mais je dirais, on perd un peu le côté. Et puis, vous voyez dans les PPV que moi je suis pas trop, mais finalement, des matchs féminins, t'en as un, t'en as deux, maintenant t'en as un petit peu plus, heureusement, quoi. Mais Je vous le finalement, laisse quand même. c'est le match de 5 minutes, quoi. Voilà, s'il y en a un petit peu plus, je vous le laisse. C'est exactement ça, quoi. Et Oui. est-ce qu'on va parler de Tessa Blanchard à un moment? Mais voilà, vous me direz. Bah, On peut- après, ce on serait peut en parler plus dans la. maintenant. Ouais, ce serait plus sur la catégorie Ok. intergenre qu'autre chose. Je vous laisse décider comment C'est encore un faire la autre débat, transition. je pense, oui, Ouais, parce que ouais. Mais je pense c'est vraiment lui donner la ceinture mondiale qui est normalement masculine à Tessa Blanchard, c'était un geste de plus pour montrer qu'ils assumaient le catch intergenre, qu'ils voulaient vraiment essayer de surfer sur cette vague qui n'est pas seulement une mode, qui était vraiment une montée progressiste de la part des fans qui voulaient voir plus de catch intergenre. Mais ça, je pense que c'est plus ça devrait être plus discuté dans un sujet sur le catch intergenre, mais c'est vrai que ça a sa je place. pense aussi. Je Oui, pense mais aussi, ça, mais ouais, vas-y, Guillaume. non, ça fait relativiser en fait les titres en fait, parce que c'est vrai que à un moment donné, quand Tessa Blanchard avait le titre de championne du monde, je crois que c'était Taya Valkyrie qui était championne tout court, enfin championne des knockouts. Oui, Ouais. exact. Bon, c'est les knockouts, mais ça qu'on se Oui. dit, est-ce que elle compte autant, est-ce qu'elle est aussi importante que Tessa Blanchard? C'est le gros problème. Et il y a, je Exactement. crois que c'est Becky Lynch qui critique le fait que le titre féminin, on l'appelle titre féminin, alors que le titre masculin, on l'appelle pas masculin. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, Mais- s'il n'y a pas de match mixte, il suffit de dire que c'est le champion du monde et on voit bien si c'est un homme ou une femme et donc on sait quel titre Oui, il a. puis il y a aussi le rôle du main event, parce que à la WWE, ils n'ont pas fait de match de championnat intergenre, mais ils ont donné le main event, en plus de leur plus gros événement, c'est-à-dire WrestleMania, à un titre féminin, même deux titres Oui. féminins, avec Becky Lynch contre Ronda Rousey et Charlotte Flair, où Becky Lynch a réussi à unifier pendant un temps les deux titres féminins de la WWE. Tout à fait. Donc c'est aussi ça, c'est aussi donner le main event, c'est en tout cas d'un point de vue perception, c'est mettre sur un pied d'égalité aussi bien les titres mondiaux féminins que les titres mondiaux masculins, quoi. Alors, Traditionnellement, en fait, dans la carte, c'est vrai que même si ça se brouille vachement le WWE, surtout quand il y a des matchs un peu bizarres comme le Royal Rumble, enfin en particulier plutôt, mais c'est vrai que dans ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que dans une carte, en général, on commence par les petits titres et on va progressivement. Enfin, évidemment, les main events sont souvent pour les titres mondiaux, quoi. ouais, tout à fait.
Ben, en tout cas, moi, je vais, juste pour qu'on puisse faire la transition vers la suite, parce qu'on a encore de belles choses devant nous, de jolis titres en perspective. Je donnerai deux exemples. Un très récent, qui est le cas justement de Sasha Banks, dont on parlait pas mal avec le récap de Jérôme. À savoir que récemment, donc, il y a eu un truc très bizarre. Bon, c'est un peu, on est habitué à la WWE, mais dans ce côté un petit peu l'eau est tiède, je trempe le gros orteil et puis finalement j'y vais pas, à savoir qu'elle s'est battue, entre guillemets, contre Reginald. Reginald, qui est le sommelier de Carmella Banks, oui, c'est ça. Contre qui elle est. De Carmella, pourquoi Carmella Banks? Je sais pas, je fusionne. Contre Carmella, avec qui elle a une rivalité. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule personne, ou régulièrement la seule femme pouvant se battre directement avec un homme, est une championne. C'est-à-dire que ça veut dire que toutes les autres, si elles n'ont pas un titre, elles sont pas capables, dignes, enfin mettez l'adjectif que vous voulez, en termes de représentation genrée. Et surtout, c'est cette espèce d'entre-deux hyper tiédasse, très bizarre pour on prend la température. Un autre moment très excessivement what the fuck qui mettait en branle la possibilité, non pas d'un titre, mais en tout cas de pouvoir prétendre à un match pour le titre, c'était l'entrée, je crois, il y a 2 ans, de Nia Jax au Royal Rumble masculin. Ouais. Et ça Ouais. aussi, dans le côté très bizarre. Alors, en Nia Jax, à l'époque, plutôt en odeur de Ça, santé. je crois que c'était en référence à China, hein, parce qu'il me semble que c'est Ouais, China. Oui, il y et avait puis elle, elle qui il y avait avait même gagné un titre par rapport face à un homme, mais en tout cas, voilà, là, c'était très bizarre. Donc, ça donnait un truc à double niveau. Et puis, finalement, elle se fait sortir de manière assez bidon. Donc, voilà, ça donne un truc sur lequel c'est très curieux. Alors, on a fait ce petit, non pas un détour, hein, ce passage nécessaire hein, aussi sur cette question, on vous le rappelle, que me posait Félix. Hein, est-ce qu'on peut retracer la santé, enfin un baromètre du catch féminin avec ces titres en particulier à la WWE? On a vu aussi la Stardom, mais c'est autrement plus intégré, on va dire, dans la mythologie du Joshi Progressu, hein, donc le catch japonais. Et on va se poser maintenant une question qui va être, à l'heure actuelle, donc, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de titres et de divisions par promotion? Alors, je pense qu'on a eu un élément de réponse par Guillaume tout à l'heure. Peut-être que Félix ou Jérôme, vous voulez un petit peu répondre à ça. Je sais qu'il y a un de tes boys, on peut peut-être te laisser un passe-droit rapidement, mais vraiment très rapidement. On compte sur toi, Jérôme, pour parler effectivement de ton boy de l'Olympe et de ton cœur, de ton Kokoro, savoir Ah. Kota Ibushi. Je pense que ça peut être un bon exemple dans l'actualité. Bah, alors, je vais pas m'étendre. Je vais pas m'étendre, et pour une raison très simple, c'est que, alors, je vais me dire moi, mais je pense qu'une grande partie quand même des fans de catch n'ont pas attendu le fait qu'il devienne double champion. Donc récemment, Ouais. dans le dernier Wrestle Kingdom au Japon, de la New Japan, donc du coup, pour éprouver, je dirais, une admiration sans faille et sans borne et sans limite Mm. pour cet individu qui, outre le fait qu'il soit brillant dans le ring, beau gosse, tout ce que tu veux, il fait partie de ces catcheurs qui puent le catch à des milliards de kilomètres à la ronde. Et je dis ça vraiment avec le plus grand respect pour les odeurs en général. Voilà. Il Et transpire voilà, le catch, si vous voulez que ça soit vaguement moins sale. c'est ça, il transpire le catch. Et quand tu vois quelqu'un qui transpire le catch à ce niveau-là, bon, si en plus tu es un peu au courant de toutes les conneries qu'il a faites à la DDT avant, Oui. avec Kenny Omega, et puis même tout seul, hein. Enfin, amusez-vous à taper Kota Ibushi et Fireworks dans les vidéos, sur les sites de vidéos, et vous allez vous faire une idée. Ne faites définitivement pas ça chez vous, les Ne faites pas enfants. ça Hein. chez vous, Les feux d'artifice et les sous-vêtements, c'est pas compatible. Voilà. C'est pas compatible. Tu te dis, bon voilà, alors en plus, bon, il y a le côté shonen neketsu, que le mec a pas eu grand chose ou assez peu, très frustré, surtout par rapport à l'année dernière sur les titres. Et puis voilà, là, au bout d'une storyline qui aura pratiquement duré 2 ans et demi, en fait. C'est plus court que la storyline de Naito pour avoir les titres, mais. Heureusement que tu avais dit que c'était court. Hein. Ouais. Bah, Naito, c'est 6 ans pour avoir les titres.
Ah, j'aime bien comment il change de sujet en parlant de Naito sur la longueur du Ouais. titre. Non, donc double champion unifié à l'heure actuelle, Ouais. Kota Ibushi, avec un truc, pour un petit peu résumer ta pensée, très bizarre, c'est-à-dire, euh, en fait, ça. Alors, on va nous donner notre opinion, je sais pas si elle est partagée par tout le monde. euh, enfin, ça fait, c'est pas que ça fait pas sens, c'est qu'en réalité, ça convainc pas. Il y Bah, a deux choses qui viennent pas convaincre, c'est que, comme tu l'as dit, Jérôme, juste avant, on se dit que techniquement, limite, il en aurait pas besoin et que ça a mis trop de temps à arriver. Ça aussi, ça ouais. peut être une autre sous-question qu'on pourrait se demander. Est-ce que, Mm. à trop faire patienter le désir, est-ce qu'il n'y a pas un moment où bah, tu te lasses, quoi? Et puis, deuxio, il y a tout ce dialogue, enfin, ce discours de Kota Ibushi. C'est pas un tchatcheur, hein, Ibushi, hein, on va Non. pas, il a tous les talents du monde, mais c'est vraiment pas un mec doué avec le micro, hein. Je pense que même Jérôme me pardonnera là-dessus. Ah oui, Et, tout à et où fait. en gros, il est en train de baragouiner probablement un truc scripté qui ne veut rien dire. Je veux que les titres soient distincts, mais qu'ils soient unifiés en même temps, mais qu'ils soient distincts, mais aussi unifiés, et puis unifiés, mais distincts. Enfin, bref, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être un exemple sur lequel on pourra broder sur d'autres après, évidemment. Voilà. Je laisse les autres m'emboîter le pas. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, en fait, moi, sur les unifications, je pense plutôt à la WWE, en fait, parce que Mm. moi, je pense que c'est une grosse erreur d'avoir deux titres mondiaux. Clairement, je trouve que ça perd vachement le côté, justement, l'impact du champion qui représente la promotion. Oui. Et on sent, pour moi, le titre États-Unis, le titre intercontinental, qui sont des noms un peu à la con, et on sait jamais lequel est Raw, lequel est SmackDown. De toute façon, parfois ils se l'échangent lors des drafts. Je pense qu'il ferait mieux de les appeler championnat de SmackDown, championnat de Raw, Mm. et d'avoir un titre de champion mondial global de la WWE, enfin, je sais pas Mm. comment ils l'appellent. Et je pense que ça donnerait beaucoup plus de force au truc, Oui. parce que oui, effectivement, il y en a trop. La New Japan, on en parlait hors antenne, mais bon, ils ont créé ce titre intercontinental au début par rapport à leur ouverture vers les États-Unis, mais moi, très rapidement, je me suis rendu compte que, et on a eu la confirmation que Shinsuke Nakamura l'a eu 5 fois. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, le problème, c'est que Okada était devenu une grande star, et donc Tanahashi et Okada se repassaient le titre et mondial, et il fallait un peu occuper Shinsuke Nakamura, qui avait quand même un talent monstrueux. Oui. Et donc, ils se sont dit, bah, on va lui donner le titre intercontinental. Et puis, bon, Naito a dû se retrouver dans cette situation-là plus récemment, quand Nakamura est parti. Et bon, alors maintenant, il y a tous les Neverweight, machin truc. Enfin, ça nous fait souvent marrer avec Michael, parce qu'on n'avait jamais retrouvé le nom. Never Open Weight, Open Neverweight, enfin, je sais Non, jamais. non, Mais... c'est ça. Et puis en plus, c'était le premier. il y a un titre, mais il y a celui aussi des équipes 3 contre 3. Alors, ça, c'est la grande mode des équipes trio aussi. Ouais, le Never Tag, ouais. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il faut occuper, c'est-à-dire que comme on le disait, à partir du moment où on crée une promotion féminine, enfin une section féminine, il faut un titre, parce que sinon les filles, elles n'ont pas de raison de se battre. Encore une fois, si on fait comme si c'était un vrai sport, il faudrait que les gens se battent pour quelque chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils multiplient les titres. Par exemple, là, à Impact, ils ont ramené le titre tag team parce que ils commençaient à avoir, mine de rien, pas mal de filles, et ils se sont dit, ça fait trop pour... voilà, on sentait qu'il y avait quelques-unes qui tournaient autour de titres, et les autres s'ennuyaient un peu. Elles faisaient des matchs en équipe, justement basés sur des rivalités de disputes, etc. Mais c'est vrai que ça allait pas très très loin, quoi. Donc il y avait besoin de ce. Ouais, Mais période bon. bizarre pour les titres en ce moment. Et toi, Félix, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Honnêtement, je sais pas comment répondre à cette question, alors que pourtant c'est moi aussi qui a essayé de la poser en préparant l'émission et en vous la proposant entre nous, quoi. Mais pour moi, ça dépend vraiment du booking et aussi des talents eux-mêmes. Est-ce qu'il y a de quoi avoir plusieurs champions vraiment légitimes, entre guillemets? C'est toujours d'un point de vue de perception et de storytelling, parce que le champion, c'est aussi le protagoniste. Ou alors c'est l'inverse, c'est plutôt le challenger, mais en tout cas ça définit qui est le protagoniste et l'antagoniste. D'avoir un champion et un challenger d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a... C'est comme avec Nakamura, par exemple. Nakamura, c'était clairement un catcheur hyper populaire, très charismatique, très talentueux, donc on voulait le mettre en avant. Et pour mettre en avant un catcheur, d'un point de vue vraiment d'image et de standing, on le fait devenir champion. Mais sauf qu'on veut aussi mettre en avant le jeune et beau Okada. Donc, comment on fait? On peut pas les faire s'affronter parce qu'ils sont dans le même clan. Et ils sont censés être ensemble, entre guillemets, C'est sur vrai le même qu'on n'a pas front. parlé de ça. Oui, il y a Donc des clans, on effectivement. va lui donner un autre titre qui va devenir aussi important, mine de rien, alors qu'on n'avait pas forcément prévu.
Alors que quand on regarde par exemple à la WWE des années 80, on n'avait que 3 titres, alors que Vince McMahon avait assemblé un roster historique presque. On avait seulement le titre mondial où Hulk Hogan était vraiment agrippé dessus. On avait le titre intercontinental et on avait le titre par équipe. Et ça avait l'air de rouler quand même. Ouais, enfin, à cette époque-là, il y avait aussi beaucoup de jobbers, hein, j'ai l'impression. Il y avait, Ah, il y avait mais quand quand même même, beaucoup plus de catcheurs qui étaient là, les Axo Jim Duggan, les gens comme ça. Ah, T'as l'impression c'était qu'ils pas étaient là des juste pour la jobbers, déco. c'était pas des jobbers, c'était des mid-carders, c'était pas des jobbers parce que Axel Jim Duggan c'était une grosse star dans les États du Sud, c'est pour ça qu'il l'a engagé d'ailleurs, et il gagnait plusieurs matchs, il avait des grosses rivalités, mais effectivement il y avait plein de catcheurs qui avaient jamais été champions. Ted DiBiase, le Million Dollar Man, il s'est même, là ça allait avec sa gimmick, mais il s'est même fait payer la plus belle ceinture au monde avec tous ces faux diamants. Mais Ouais. apparemment, il y a un vrai diamant qui est au revers de la ceinture, en or, la Million Dollar Belt. Il avait même payé André le Géant après qu'il ait enfin vaincu Hulk Oui. Hogan pour devenir champion. Enfin voilà, ça c'était la gimmick de Ted DiBiase. Mais il y avait plein de catcheurs comme ça qui pouvaient être champions du monde ou champions intercontinental et qui l'ont jamais été. Et en même temps, il y avait aussi le fait que la WWE à l'époque faisait beaucoup plus de shows, que ce soit télévisé ou en pay-per-view ou juste en house show comme on dit, donc c'est-à-dire un show que pour le public Mm. sur place. Ils avaient plusieurs circuits où ils avaient un show dans telle ville et le même jour ils avaient un autre show dans une autre ville avec une autre équipe de catcheurs. Et donc dans le main event du premier show il y avait Hulk Hogan, donc le champion du monde, et dans le main event de l'autre show dans l'autre ville il y avait Randy Savage par exemple, le champion intercontinental. Donc il y a toutes ces mécaniques là aussi autour des titres, sur l'organisation d'un roster, sur la hiérarchisation des protagonistes, des catcheurs, des talents, comme n'importe quel terme qui pourrait aller dedans. Donc c'est très difficile de dire s'il y a trop de titres ou pas assez de titres. Pour moi, c'est vraiment le booking. C'est le booking. Ouais, mais c'est pareil, hein. qui dépend À de l'époque, le titre intercontinental, souvent, ils regrettent le bon vieux temps du titre intercontinental, qui était très important avant, mais Ouais. encore une fois, il était très important avant parce que Hulk Hogan ça. Oui, il accaparait y le avait titre des grands mondial. catcheurs. Oui, oui. Et donc, C'est ça. voilà, il y a des Et Bret des Hart et grands Shawn Michaels, matchs. c'était vraiment le main event, hein, c'était Oui. pas. Oui. Ouais, ouais, Et simplement pour revenir là, c'était vraiment la petite à la parenthèse. question, ouais. La petite parenthèse, la petite parenthèse évoquée par Guillaume tout à l'heure sur le championnat de Raw et le championnat de SmackDown. Effectivement, d'un point de vue branding, marketing, ce serait plus cohérent et plus clair pour tout le monde. Surtout que Intercontinental États-Unis, c'est un peu traité comme la même chose, alors que, bon, d'un point de vue vraiment littéral, terminologique, c'est pas du tout la même chose. Je pense que ils pourraient être amenés à le faire, et ils sont presque à le faire, parce que, mine de rien, le titre universal, qui n'a pas d'héritage vraiment très ancestral derrière, il est bleu comme SmackDown, et quand il est à Raw, il est rouge. Donc mine de rien, c'est un début de branding comme tu le suggères. Mais je pense qu'il y a le côté contradictoire. Il y a une frange du public qui reste catch vraiment old school. D'ailleurs, quand on regarde les audiences, c'est quand même des vieilles personnes qui regardent Raw et SmackDown en majorité aujourd'hui. Oui, globalement, Et qui ouais. s'attachent encore à l'héritage intercontinental, États-Unis, etc. Il y a vraiment un long héritage où il y avait des importances, parfois un peu faussées, mais parce que par exemple le championnat intercontinental il a été créé sur la base d'un faux tournoi qui aurait eu lieu à Rio de Janeiro à l'époque. Donc bon. En tout cas, enfin, on va vraiment synthétiser de manière pas expéditive, hein, mais Si, pour pas que ce passons soit à non autre plus, chose peut-être. que ce soit pas non plus indigeste, mais il y a une réalité dans tout ce que vous dites, et qui est une phrase qui revient souvent. C'est pas une histoire de c'était forcément mieux avant ou pas, comme l'a rappelé Guillaume, c'était une question, encore une fois, hein, effectivement, d'aura, de qui portait tout ça. Et puis, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une accessibilité, effectivement, aux informations. On peut savoir sur un, même s'ils décident de faire un, je dis n'importe quoi, si la WWE décide plutôt de faire un tour du monde de l'Inde, comme ils ont fait encore récemment, avec un tournoi dédié, ou dans les Émirats arabes, ou quoi que ce soit, même s'ils le font dans un bar pouilleux, dans je ne sais quel trou du cul du monde, on le saura, et on aura les résultats, et on aura effectivement, si on est vraiment pointu, oui, mais ça c'est pas cohérent, vous aurez le catch-à-casse pour vous en parler, vous aurez Cage Match pour vous dire, et Là, vous il y faire aura un tout. tour sur la durée du match. Enfin, voilà, c'est plutôt de ce côté-là que c'est délicat, et que de toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse à la question, comme le disait Félix, c'est un peu insoluble, t-il ou Je pas, voudrais à ce juste. titre de division. Vraiment, 30 Oui, secondes, très autrement, court. Oui. ouais, ouais.
En fait, le truc, c'est que, en fait, je pense aussi que c'est. Alors, et ça soit plus au Japon, je dirais, qu'aux États-Unis, hein, mais qu'en fait, il y a aussi le fait que certains titres correspondent à certains types de catch. Comme il n'y a pas de catégorie, bah, par exemple, le titre High Speed, c'est un type de catch en particulier à la Stardom. C'est vraiment un C'est vrai. type de catch particulier. Et puis, pareil aussi, les gens qui sont champions Red ou qui sont champions White à la Stardom, c'est pas la même, c'est pas le même genre de lutteuse. Ça fait une différence vraiment en termes de style. Bon, après, à la Stardom, il y a 20 lutteuses et 7 titres, donc je vous laisse faire le calcul, mais Mm. Il est fort. Comme Kenny Omega qui voilà. voulait change the world, il arrive à change le catch avec la Stardom, Jérôme, bravo. Non, mais en plus, c'est vachement, c'est une très très bonne synthèse. Alors, avant de mettre en hiatus une question qu'on retrouvera dans la conclusion, on va se poser, mais vraiment très rapidement, parce que c'est des trucs, je pense qu'on peut presque plus bonus pour le LoL, hein, la question des designs, hein, des ceintures, notamment celles qui ont été pas mal décriées. On pense à l'exemple évidemment du 24/7 qui était hyper cheapos, mais où on peut se dire, vu la tendance du titre, Oui, est-ce que la par forme colle avec le définition, fond. voilà, c'est parfaitement résumé en mode punchline Oui. par Guillaume, mais et dans un autre registre un petit peu plus problématique, la TNT la ceinture, même encore après avoir été remaniée, reste à mon modeste avis, pardon, encore très Legolas comme l'elfe, pour rester poli, et en plus avait eu un truc du style, bah, on vous le confesse, on n'a pas eu le temps de finir la ceinture dans les temps, enfin, moi, je trouve en termes d'annonce et de prestige du truc, c'est 36-15 au secours. Donc peut-être rapidement un de vous trois sur cette question des designs. Je vous laisse librement en parler. Ça inspire Bah, beaucoup de monde. bah moi je peux embrayer, c'est moi qui posais la Vas-y, question. Donc, vas-y Félix. et puis sur Twitter, hein, suivez-nous parce qu'il y a des gens très Ouais, cultivés aussi qui nous évoquent des designs de ceinture qu'on avait bien complètement vu. oubliés. Et ça dépend, c'est vrai que des fois on se demande si les fans de catch devraient pas, c'est un peu le cliché de dire ça, mais juste lâcher prise sur certaines choses parce que Hmm. effectivement c'est moche, ouais, Les effectivement mecs sont tendus des fois. elle est belle, etc. Mais ça y est, on peut juste le dire et passer à autre chose. Parce que par exemple, pour l'exemple du TNT de la EW, comme tu le soulevais, Mehdi, le délire c'était que bah, en étant en période de Covid, en tout cas c'était l'excuse apportée par Cody Rhodes et consorts, c'était que on avait programmé le tournoi pour couronner le premier champion TNT, sauf que pour Double or Nothing, où devait y avoir la finale pour couronner le premier champion, eh bien la ceinture n'avait pas été finie à temps. Hmm. Comme Cody Rhodes. Pour des raisons de crise sanitaire, et donc la ceinture qu'il a brandie, jeu de mots encore une fois, qu'il a Oh, brandie Wow. à la fin de son match, Folie. elle n'était pas terminée. ouais. Et donc il avait prévenu sur les réseaux sociaux, mais calmez-vous, vous trouvez qu'elle est moche, mais en fait elle n'est pas terminée. Et finalement, plusieurs semaines, voire mois plus tard, je crois, on l'a vu Hmm. avec le titre, enfin la ceinture, pardon, Ouais. et pas le Ouais, titre pour le coup, hein. La ceinture au design finalisé, quoi, qui était plutôt jolie, correcte, on va dire, mais c'est ça. C'est métaphorique effectivement que et, rien ne va avec cette et ceinture, pour encore une revenir, fois, comme Cody Rhodes. oui, et puis pour revenir sur C'est les gratuit. designs et puis sur Twitter, on a pas mal parlé aussi des custom Ouais. ceintures, des ceintures Je- customisées, parce Ouais. il y a des catcheurs qui, comme Steve Austin, comme Jeff Hardy, comme The Fiend plus récemment, quand Hmm. ils ont été champions, ont voulu marquer le coup. Bah, et John Pour des, Cena, surtout, avec ou John son Cena, W qui oui, tourne. parce que lui, c'est son design qui est resté le plus longtemps actif après, même auprès de d'autres catcheurs, donc c'est quand même très exemplaire, c'est vrai. Des designs customisés plus représentatifs du champion que du statut lui-même. Hmm. Et En moi, parlant de design oui, pas fini, tu nous as donné un super exemple que je connaissais pas à la Progress, mais qui est volontairement pas fini en oui, kit. Le ouais. je voulais l'évoquer après très rapidement, mais juste pour les custom belts, il y a aussi des custom belts qui sont pas faites juste pour faire joli ou juste pour montrer que le champion est vraiment très arrogant et très mégalomane. Par exemple, Daniel Bryan,
quand Et il a j'allais été, y venir. eh ben voilà, quand Parfait. quand il est redevenu champion du monde avant de le perdre contre Kofi Kingston, comme ça on boucle la Mm. boucle, il a voulu faire changer la ceinture pour enlever le cuir donc d'origine animale et mettre du chanvre et du bois à la place. Et donc il a porté pendant plusieurs semaines la réplique de la ceinture de champion WWE, mais en bois et en chanvre, quoi. Mm. Une ceinture Elle était vegan. super belle. Elle Voilà. était Donc il y avait super un belle, je côté non trouve. seulement narratif, parce que c'était son Ouais. personnage, d'être vraiment trop écolo, mais trop invectif dans son mouvement, mais quand même D'être un peu trop de aussi... gauche pour la WWE, en Ouais, fait. c'est ça. Mais il y avait quand même un truc politique aussi derrière, donc Mm. c'était bien pensé, quoi. Mm. Oui, et puis ça Ouais. colle avec son personnage. Alors effectivement, l'exemple que tu donnais, parce qu'on va aller très vite sur la Oui. fin, comme je le disais, pour avoir une émission qui reste malgré tout digeste, et puis rassurez-vous, il y en aura encore plein d'autres des émissions, vous dites pas, ah c'est dommage. Bref, dis le mec qui dit qu'il faut qu'on fasse court. On a par exemple le cas de, comment dire, de la fameuse, du fameux bouclier que je ne connaissais pas, Oui. de scindé à la Progress. On va juste le nommer, allez sur le Twitter, Félix a très bien fait le job en disant ça, parce que c'est très régulièrement alimenté visuellement. Et un exemple que je vais quand même m'accaparer pour terminer et vous laisser champ libre à vous trois messieurs sur la conclusion, c'est le mini-trophée, le titre KOJPW de la NJPW. Alors, King of qu'est-ce Pro que c'est? Wrestling. Voilà, donc c'est un titre qui a été inventé, mais complètement dans la YOLOtitude la plus absolue. Alors pour vous donner un ordre d'idée du malaise, on s'est retrouvé avec un Okada qui est quand même un peu, on peut dire encore aujourd'hui, monsieur NJPW, en termes de je te tiens le truc à bout de bras, même si le prestige a un petit peu baissé depuis quelque temps, et qui se retrouvait à ne même pas comprendre ce qu'il disait, en fait, pendant la conférence de presse. C'est vous dire à quel point Ah on est dans le oui. YOLO. Un Mm. descriptif aussi, parce que c'est des critères qui sont renouvelés à chaque défense ou obtention du titre, qui sont dignes des plus grandes épreuves de Dax contre Mont-de-Marsan à Interville, avec des trucs C'est voilà, ça. un peu absurdes et compagnie. Et pour l'instant, je trouve que c'est parfait comme ça, c'est Toru Yano qui en est le détenteur. C'est parfait parce que ça colle magistralement bien à son personnage, effectivement, qui est YOLO, qui est humoristique, etc. Mais, évidemment, vous me voyez venir, la question c'est qui, derrière, une fois qu'il va céder le titre? Mais franchement, en mode grand guignolesque, avec ce genre de délire-là, moi je ne vois Ouais. vraiment personne. C'est une échelle qui va gagner. Non, Oui, voilà, ou un voilà, livre. c'était la dinétique. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment le type même de se dire, allez, on va créer un truc et on va s'enfermer dedans. Et c'est Ouais. vraiment un gâchis monumental, je trouve, de ne pas avoir pensé au long cours et de se dire, bah peut-être que, vous voyez, éventuellement, moi je me serais dit un Juice Robinson en mode un peu peps rigolard, mais il est plus du tout dans ce personnage-là. Il est beaucoup plus dans un personnage excentrique, flamboyant, comme il se décrit lui-même, mais pas du tout dans un truc pour avoir ce genre de titre-là. Et puis même en termes de prestige, il est trop haut pour avoir ce genre de titre. Enfin, voilà, il y a vraiment rien qui va. On vous laisse aller Ça- voir éventuellement le Rise and Fall très rapide de ce que ça représente. Et puis, je pense pas que la suite s'annonce plutôt bien. On va non, terminer. pour moi Oui, juste pour rebondir, ça je deviendra t'en prie. un accessoire, là, pour le coup. Ça deviendra l'accessoire de Ah Toru ouais. Yano, parce que sinon, je vois pas ça autrement. Et juste pour dire pour la Progress, l'idée, c'était justement, c'était pas pour montrer un accessoire, c'était juste pour essayer de faire les choses différemment, parce que quand la Progress a débarqué en 2012 au Royaume-Uni, il s'était dit, bah, on va avoir des champions, mais ils auront pas de ceinture. Donc le champion du Hmm. monde aura un sceptre, comme un roi un petit peu, et puis les champions par équipe auront un même bouclier scindé en deux, comme un peu le yin et yang, et puis quand ils seront champions, ils pourront le réunir, parce que ça Hmm. c'était plutôt marrant. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que je pense que ça perturbait pas mal de nouveaux fans Ouais. de la Progress. Oui, Mais puis, bon, comme quoi c'est possible aussi, quoi. puis fais gaffe, Jérôme va te dire qu'ils ont tout piqué au titre Cinderella. Donc on va, qui pour rappel est titré par une couronne et un sceptre, Ah justement. ben non, et une tenue de princesse. Et, Excuse-moi, la et- robe bleue de Ex- Cendrillon, mec. Excuse-moi, la cape d'Hermine qui va bien. Alors, on arrive donc à la conclusion comme promis, et la grande question qui va en englober une autre, hein, vous parlez de fusion de titres et de gros bordel, en autant terminer dans la même logique, puisqu'on ne pouvait pas non plus évacuer cette question
que j'ai mises en pause volontairement. Donc, d'une part, pour vous, ce serait quoi donc un champion ou une championne de catch idéal, avec donc le booking adéquat qui irait avec, et surtout, en filigrane de tout ça, est-ce que la durée d'un règne de champion ou de championne a encore un sens? Voilà, on va essayer un petit peu de mixer. Vous pouvez répondre à l'une, à l'autre ou aux deux. Guillaume, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu et t'avais Ouais, été assez bah, loquace en off là sur la question. je vais pas aller trop loin pour pas que ce soit trop long. De toute façon, je prépare un article, donc je vais garder la conclusion pour plus tard, Parfait. enfin la conclusion de l'article. Mais en Lisez gros, mon ouais, livre. il y a deux trucs Michel qui me Onfray. chiffonnent dans les champions d'aujourd'hui. C'est que, comme encore une fois, c'est un côté très marketing pour un peu mettre en avant les catcheurs. Il y a deux éléments de langage qui sont souvent employés qui sont pas très cohérents. Le fait d'annoncer que les catcheurs ont des règnes très longs. Alors, ce qui est parfois tout à fait valable, hein, comme dans le cas de Asuka par exemple. Mais c'est vrai que moi, je retiens toujours le cas du fameux Gregory Helms, qui a été l'un des derniers champions cruiserweight de la WWE, et il vantait le fait qu'il avait été le plus long champion cruiserweight de l'histoire de la WWE. Même à Impact, quand il est arrivé plus tard en tant que Shane Helms, ils l'ont dit, alors que ceux qui se souviennent de l'époque savent qu'il a défendu son titre très très rarement. Donc en fait, le titre serait quasiment à l'abandon, ce qui n'arriverait pas dans un vrai sport où il y a des championnats régulièrement, quoi, au moins chaque année. Ouais. Donc ça, Il y c'est a le Brock premier. Lesnar qui avait laissé son titre à l'abandon. Hein. Et là où alors, et l'autre, je vais essayer de pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que l'autre truc qui me gêne, c'est à l'inverse aussi quand il communique sur le nombre de règnes, donc le fameux Ric Flair 16 fois champion, qui a été dépassé d'ailleurs largement depuis. Parfois, ça n'a pas toujours de sens parce que, au contraire, surtout aux États-Unis où parfois les titres sont défendus, genre même dans les émissions, pas forcément les pay-per-view, on a eu des cas de catcheurs qui se sont littéralement refilé le titre à tour de rôle. Et c'est assez flagrant quand on regarde à la New Japan, quand ils annoncent la liste des champions comme ils font traditionnellement. On se rend compte que les vieux champions d'autres fois d'antan, la plupart ont été champions une seule fois, quelques-uns deux, parfois trois, c'est rare. Puis tout d'un coup, on arrive à l'ère moderne, et là, Tanahashi a été. Alors, il a été 6 fois la dernière fois que je l'ai noté. Oui, je pense qu'il n'a pas été de nouveau depuis, de toute façon. Et je me souviens qu'Okada était pas loin, et il l'a peut-être par contre rejoint depuis, puisque je me demande s'il n'a pas encore gagné le titre il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que ça fait un peu un contraste avec. Non, Okada n'a pas gagné le titre. Non, il n'a pas regagné. Bah oui, Non. non, c'est vrai que c'est Naito du coup qu'il a depuis un certain temps. Enfin, avant avec Jay White, etc. Bushi, maintenant, hein. Donc voilà, donc je réfléchis, mais je vous donnerai des. Je partirai juste en conclusion sur un truc que j'ai aimé, c'est sur une excellente promo de The North à Impact, qui disait nous, on ne sera champion qu'une seule fois. Mais parce que quand on sera champion, plus personne d'autre le sera, quoi. C'est joli, c'est Certains poétique. devront en prendre de la graine. On ne connaît, bon. on ne vit jamais la seconde qui suit. Tout à fait, c'est joli. Jérôme, Oui. je te rappelle les questions très rapidement pour pas que les gens soient perdus. Est-ce que la durée d'un règne de champion a encore un sens? Et est-ce que pour toi, ce serait quoi un champion ou une championne de catch idéal et son booking idéal? Bah, alors, au T'es pas obligé de Japon, répondre aux deux. oui, non, mais au Japon, en fait, ils essayent un peu de. Ils essayent, enfin, surtout à la Stardom, hein, ils essayent un peu que ça ait encore du sens. Et c'est vrai qu'au champion, ça reste quelqu'un qui porte la fédération. Hein. C'est pour ça que l'exemple de Nick Aldis est vraiment bon, que citait, donc c'est pour boucler la boucle, hein, ce que disait Félix au début. Mayu, elle a été championne, Mayu Iwatani, donc à la Stardom. Il y a très peu de champions qui ont été champions 2 fois. Donc Mayu, c'est une des rares qui a été championne 2 fois. D'ailleurs, elle a été championne 2 fois parce qu'elle a perdu son premier titre, mais voilà, on en a parlé un petit peu avant. Et ça n'empêche pas que son surnom, c'est toujours Stardom No Icon. Donc l'icône de la Stardom, c'est elle, même si elle est plus championne, tu vois quoi. Et pareil, Mayu, elle fait partie de du même genre que Kota Ibushi, c'est-à-dire que quand elle est au milieu du fameux Square Circle, donc le cercle carré, le nom anglais que vous trouvez tout le temps quand vous allez sur les sites américains ou anglais de catch, c'est des gens qui irradient le plaisir d'être là et de faire ça. C'est des gens qui sont, genre, je vais dire une connerie, qui sont génétiquement conçus pour être là, tu vois, quoi. Qui se sont découverts, qui se sont révélés. Donc, finalement, le champion, c'est pas forcément celui qui a la ceinture la plus longtemps, mais c'est celui dont tu sais, rien qu'en le voyant, rien qu'en le
voyant monter sur scène, sur scène, mais voilà, monter sur le ring et commencer à travailler en général autour de toute sa fédé, tu sens qu'il porte les choses. Est-ce qu'on pouvait imaginer une seconde, et je vais arrêter de parler de la Stardom, est-ce qu'on pouvait imaginer une seconde un truc aussi incroyable que le match The Fiend contre John Cena s'il n'y avait pas John Cena, tu vois ? Bien sûr. C'est inimaginable, ce match-là. Alors, il a été décrypté, on l'a vu. Ou alors The Fiend d'André le Géant. C'est un petit douceur, c'est pour toi, c'est cadeau. Ouais, mais non, mais The Fiend, John Cena, tu vois, comment ce match est un résumé, en fait, de la carrière de John Cena, et plus que de la carrière de John Cena, de l'apport de John Cena à sa fédé. Et c'est pas la fédé à John Cena, c'est John Cena à la fédé. Oui, il y a tout, mais c'est incompréhensible pour quelqu'un qui commence, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Félix, à tout seigneur, tout honneur, on te laisse terminer sur effectivement ces deux questions ouvertes, un peu comme les titres unifiés. Les titres open weight. Voilà. Sur la question des reigns, je rejoins plutôt Jérôme, dans le sens où c'est le champion qui compte, et c'est le fait que voilà, dès qu'on le voit, on comprend pourquoi il est champion, et puis aussi le fait qu'il arrive à défendre son titre contre une variété de personnes, alors de la manière qui soit le plus adéquate pour lui. Si c'est un champion plutôt couard, qu'il remporte avec des tricheries, mais toujours plus intelligentes les unes que les autres, mais aussi la diversité des adversaires, c'est important aussi. Montrer que s'il est champion, c'est pas pour rien, il a réussi à rester champion. Le plus important, c'est le cliché qu'ils utilisent beaucoup dans le catch, c'est le plus difficile, c'est pas de devenir champion, c'est de le rester. Mais mine de rien, d'un point de vue narratif, c'est le plus important, parce que le champion, c'est le protagoniste au début, c'était un challenger, il avait un but, il fallait qu'il devienne champion, qu'il se transforme, qu'il évolue, qu'il arrive à un stade plus élevé que sa condition de base. Et après, ce qui devient en étant champion, c'est le big boss, c'est le boss final du jeu vidéo, par exemple s'il est le champion du monde, ou le boss final du monde 2 s'il est champion intercontinental, enfin voilà. Pour moi, c'est ça qui est important dans un reign, effectivement, c'est plutôt le champion qui défend son titre. Mais pour le champion idéal, oui, il y a un peu de ça aussi. C'est le catcheur qui arrive à non seulement à porter la responsabilité du titre sans se prendre trop au sérieux, parce que ça reste quand même un spectacle fictionnel, oui. Mais quand même qui montre du sérieux dans ce qu'il est, et de la valeur sur le ring, qu'il arrive à défendre son titre. Ça, c'est ça qui fait un champion. C'est de montrer qu'il est non seulement supérieur, mais qu'il est plus fort que les autres d'un point de vue physique, mais aussi mental, même émotionnel peut-être. Ouais. Bah, écoute, même émotionnel, ouais. Ça, il y a deux choses dont on n'a pas du tout parlé. C'est les gens. Merci Jérôme. Oui. Non, mais il y a deux choses en fait dont on n'a pas parlé. C'est les gens qui ont vraiment mal vécu, tout en sachant que c'est du sportainment, qu'ils allaient perdre leur titre. Et alors ça, je vais le laisser en guise d'ouverture, et on n'en parlera pas plus que ça. C'est Bret Hart avec la fameuse histoire du Montréal Screwjob. Oui, mais ça, faudrait consacrer un épisode entier là-dessus. Voilà. Tellement c'est complexe cette histoire. Et pareil, et deuxième chose tout à fait complexe, il y a le fameux, je dis fameux, fameux pour les fans de la Stardom, le fameux Ghastly match, ce match incroyablement horrible entre Act Yusukawa et Yoshiko, où en fait Act Yusukawa, qui était vraiment l'incarnation parfaite du shonen neketsu, donc c'est-à-dire que c'est la fille qui a sacrifié la possibilité de devenir maman au traitement qu'elle a pris pour lui permettre de continuer à catcher, et ça c'est vrai. Ça c'est parfaitement vrai, hein. C'est pas juste des éléments de storyline, qui est vraiment le Seiya du catch, c'est-à-dire qu'elle n'arrête jamais. Je regardais un épisode des Cheveux du Zodiac cet après-midi avec ma fille, et Seiya disait « Même si je dois mourir, je vais quand même gagner. Calme-toi Seiya, pense à ta tension. » Et ce match-là était monté comme Act Yusukawa va enfin prendre le titre, et Yoshiko a pas du tout aimé. Et en fait, ça devait être un espèce de faux
enfin un shoot match. Vous savez, ces fameux matchs où ça se passe mal, mais c'est prévu que ça se passe mal. Et ça s'est vraiment mal passé, mais largement au-delà de ce qui devait... Oui, on en revient à l'histoire des shooters et des champions shooters dans le catch américain au siècle dernier, quoi. Tout à fait. Et je vous laisserai regarder... Oui, on vous laissera regarder, puis surtout c'est très malaisant, comme le disait Jérôme. Préparez-vous quand même un peu psychologiquement si vous regardez, parce que c'est assez délicat à voir et on va dire à supporter. Et ben voilà, on a fait une jolie conclusion, un joli tour de cette question effectivement des titres, des ceintures en tout genre. Moi, je ne relancerai pas de 10 pour voir, simplement de dire que j'ai un peu la poisse dans le rapport au titre et aux champions, dans le sens où ceux à qui, en général, je me suis assez fixé ont eu des tours et des détours qui ont fait que je pense que ça aurait pu aller toucher et tutoyer les étoiles, mais pour des raisons différentes, je vais donner les noms. Il y a eu Daniel Bryan et ensuite sa blessure au firmament de son règne, et puis Kenny Omega qui, pareil, lui a décidé plutôt choix business et peut-être choix catchesque aussi, je sais pas, de partir à l'AEW pour fonder quelque chose. Et voilà, j'ai toujours un petit goût un peu amer, pas pour eux à leur place, parce que je vais pas parler à la place des intéressés, mais moi, à titre personnel, un peu égoïstement. Voilà, je vous invite à aller voir effectivement les récaps si ça vous dit rien pour les deux. Et on va se laisser là-dessus. Vous remercier encore de nous écouter et de participer de plus en plus nombreux, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur Twitter, que ce soit effectivement sur Facebook, avec Félix, je le répète, mais qui se donne un mal de chien pour animer l'essentiel de tout ça. En tout cas, on est en renfort sur le Discord et on papote très souvent, donc venez. Oui. Et puis on mord pas et on explique s'il y a des choses qui sont pas accessibles. Donc c'est vraiment la volonté du Catchacast, hein, même si on est sur des trucs souvent assez pointus, c'est de quand même prendre le temps. Et puis voilà, sinon on vous retrouve où brièvement, les amis? Félix sur l'exception catchesque, si ça n'a pas bougé. Et oui, toujours sur l'exception catchesque. C'est parfait. Jérôme, si je ne m'abuse, sur mo5.com. Sur mo5.com en l'occurrence, oui, c'est possible. Voilà. Donc Guillaume, à la fois sur mo5.com, mais aussi sur ton blog avec, tu l'as annoncé, c'est trop tard, hein, il faudra le finir, hein, ce titre, cet article, on pourra prolonger et finir. Après, c'est une habitude, c'est pas du teasing de Guillaume uniquement, hein. Regardez, Félix prolonge souvent par ses articles, donc ça va être une belle tradition. Et donc je te laisse rappeler le nom de ton blog, effectivement. Alors, j'ai moi-même parfois du mal à le prononcer, c'est splitdiopter.com. Et vous en faites pas si vous avez du mal sur les prononciations ou à vous souvenir. De toute façon, tout est dans la barre de description. On a aussi un Patreon à votre bon cœur, monsieur, dame. Ça commence à partir de 1 €. Donc si vous pouvez nous soutenir pour le matos, pour l'achat, effectivement, pour garder légalement certaines offres vidéo, etc., ça nous aide sur tous les formats du label Des Podcasts. On fait partie, le Catchacast. Eh bien, écoutez, messieurs, un grand merci à tous les trois. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Des Podcasts sur Twitter @DesPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.